Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous recevons deux frères. Donc l'un est sénateur, l'autre est député. Ils sont tous deux maires et communistes. Éric et Alain Bocquet, bonjour. Bonjour. Donc Sans domicile fisc, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Cherche Midi et que vous êtes allé dédicacer ce matin à la librairie du Tramway à Lyon et que vous avez présenté ce midi au Palais du Travail à Villeurbanne. Le constat est particulièrement alarmant. Chaque année, entre 60 et 100 milliards d'euros échappent au budget de la France à cause des pratiques d'évasion, d'optimisation ou de fraude fiscale. Vous avez mené beaucoup d'interviews pour écrire votre livre. Est-ce que vous savez un peu mieux qui sont ces sans domicile fisc ? Ce sont essentiellement les entreprises, les grands groupes, les très grands groupes. Je ne parle pas des PMI, PME, artisans locaux. Ceux-là n'ont pas les mêmes moyens d'échapper à l'impôt, mais les grands groupes. Une étude récente, de 2009 de Bercy, a démontré que l'impôt société, qui était à l'époque de 33,3% en France, pour les grands groupes du CAC 40, n'excédait pas 8%. Ce qui n'est pas le cas pour les PMI, PME par exemple. C'est le fait donc des grands groupes essentiellement, parce qu'on pense souvent aux sportifs, aux artistes qui s'évadent un peu, mais c'est la partie visible de l'iceberg. La grosse masse, elle est du côté des grands groupes. Éric Bocquet, donc vous êtes sénateur, Alain Bocquet, vous êtes député. Vous avez pu suivre les allers-retours cette année de la loi dite Sapin 2 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Donc d'une part, qu'est-ce que vous pensez de cette loi Est-ce que vous pensez qu'elle peut amener à lutter contre l'évasion fiscale? Et pourquoi le Conseil constitutionnel a, selon vous, censuré une mesure centrale de la lutte contre l'évasion fiscale? C'est une loi qui marquait un petit pas en avant dans la bonne direction, vers la transparence. Mais effectivement, vous faites référence à la décision incompréhensible et inacceptable, en tout cas, du Conseil constitutionnel, les 9 sages qui ont décidé qu'il ne fallait pas aller trop loin en matière de transparence, il ne fallait pas porter atteinte à la vie privée, au droit d'entreprendre. Quand ça met en péril les équilibres de la République, il y a des questions à se poser. Donc oui, il y a un vrai sujet sur cette décision incompréhensible. C'est quoi la peur qu'il y a derrière? C'est que les entreprises, en fait, les grands groupes s'en aillent de France? Ils sont déjà partis. Oui, voilà. Ils sont déjà à l'étranger, ils sont déjà à l'extérieur. Donc ce n'est pas le vrai débat, ça c'est ce qu'on nous oppose comme argument, mais tout le monde a à gagner à la transparence. Il y a un volet de la loi Sapin 2 qui concerne également la protection des lanceurs d'alerte. Et lorsqu'on interroge Stéphanie Gibaud, donc l'ex-directrice marketing de la banque d'investissement suisse UBS, donc qui a aidé les services de Bercy à comprendre le système mis en place par la banque pour inciter ses clients à échapper à l'impôt, elle vous évoque parmi les très rares hommes politiques à vouloir combattre l'évasion fiscale. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'hommes politiques qui se sentent concernés par cette thématique, alors qu'effectivement, quand on voit les sommes qui sont en jeu, on se dit que ça pourrait permettre de mettre en place pas mal de politiques publiques? Tous les hommes politiques qu'on a rencontrés, notamment dans l'élaboration de nos rapports respectifs au Sénat et à l'Assemblée, ont voté nos rapports. Après, quand il s'agit de s'attaquer à la domination de la finance, il faut avoir un certain courage politique. C'est souvent ce qui nous est dit dans les débats que nous avons avec les citoyens, où ils nous disent merci, continuez, vous avez du courage. Ben oui, nous avons du courage. Il faut que tout le monde partage ce courage. Parce qu'il y a des... C'est quoi? C'est qu'il ne faut pas froisser les Non, les c'est grands industriels? c'est que beaucoup n'osent pas toucher au Grisby, au sens de la lutte contre la domination de la finance. Voilà, il faut oser. C'est le nouveau pouvoir du monde, la finance. Elle envahit tout, elle a pris le pouvoir. Le business vient d'entrer à la Maison-Blanche. Si on ne sait jamais, Rothschild pourrait rentrer à l'Élysée. Ça prouve bien que la finance est quand même une sorte de dictature sur le monde, sur la citoyenneté, sur les États, et que ça met en cause largement l'avenir de la société démocratique. Vous dites dans votre livre que vous apportez des solutions pour lutter, enfin qui essayent de lutter. Oui. C'est quoi les... La première, c'est qu'il faut répondre à ce fléau planétaire par une réponse planétaire. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas développer, mais nous proposons l'organisation, à l'instar de ce qui se fait pour l'environnement, une COP, où la question de la finance ne soit pas réservée aux possédants, aux pays les plus riches, mais qu'elle puisse être partagée par l'ensemble des États, mais aussi des représentations des parlementaires, des ONG, des experts et autres qui pourraient contribuer à fixer une nouvelle stratégie pour demain, pour l'utilisation de la finance pour le développement humain et le développement de la planète. Parce qu'aujourd'hui, selon vous, la finance est seulement utilisée pour des intérêts personnels? Oui, aujourd'hui, il faut quand même dire à tous ceux qui nous regardent et écoutent qu'il y a quand même moins de 2% des flux financiers dans le monde aujourd'hui, quotidiennement, qui
qui ont un rapport avec l'économie réelle, c'est-à-dire la production de biens, de marchandises, de services pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a 98% au moins qui ne sert que la finance elle-même, c'est la finance auto-centrée, c'est l'argent pour l'argent et en aucun cas le développement de l'humanité. Et du coup, comment on inverse la tendance? Eh bien, ce monde marche sur la tête, il faut le remettre sur ses pieds. Et le sens du bouquin qu'on a écrit, les réunions publiques qu'on tient, comme aujourd'hui à Villeurbanne, comme hier à Grenoble, c'est que les citoyens s'emparent de ce sujet pour créer la pression nécessaire pour faire agir effectivement les politiques, les responsables, les décideurs, pour que ça aille dans le bon sens. On va devoir laisser nos auditeurs de TLM. Si vous voulez poursuivre cette interview, nous allons parler du soutien de Robert Rue, donc l'ancien secrétaire général du Parti communiste à Emmanuel Macron. Vous pouvez nous retrouver sur lioncapital.fr. Donc Robert Rue, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, a annoncé soutenir Emmanuel Macron et justifie son choix aujourd'hui dans une tribune publiée sur le site du journal Le Monde. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ça m'évoque une girouette. On ne peut pas avoir été secrétaire national du Parti communiste français et ça menait à se réduire à appeler à voter pour un représentant de la banque Rothschild. Bon, ça c'est tout. Après, c'est son point de vue. Ça n'a pas une extrême importance. Peut-être que derrière, il y a des arrière-pensées de devenir enfin ministre. Hein, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, ne soyons pas féroces. C'est un épiphénomène. Et l'argument qui consiste à dire qu'il faut faire barrage au FN et Emmanuel Macron est le seul candidat qui est susceptible d'être au second tour face à Marine Le Pen? Ça fait 30 ans qu'on nous chante cette chanson. Depuis que, je me souviens, en 84, le FN est arrivé au score de 11% aux européennes, je m'en souviens parfaitement. Et c'est là où la progression a commencé. Et depuis cette progression, qui ne fait que se confirmer, que personne ne conteste, eh bien, on a construit en France un système qui préserve le système libéral en place. C'est-à-dire qu'on a appris les gens à voter contre depuis 30 ans. En gros, ça fait 30 ans qu'on ne vote plus pour un projet progressiste qui réponde à tous les problèmes de la société, logement, santé, éducation, les retraites, l'emploi, etc. C'est ça les vrais sujets. Et donc, chaque élection devient un piège pour assurer la pérennité du système en place et ne rien changer parce qu'il y a le danger FN qui est une réalité, mais on va le combattre en mettant en place une vraie politique progressiste dans ce pays et en s'attaquant notamment à la domination de la finance qui a dépossédé les politiques de leur pouvoir. C'est un sujet qui justement a été récupéré quelque part, ça, la lutte contre la... Utilisé. Moi, je dis que ce sujet a été utilisé, y compris médiatiquement, dans les grands médias nationaux. L'épouvantail sert à se rassembler autour de tout le monde et n'importe qui pour que le système ne change pas. Il y a la loi sur le non-cumul des mandats qui devrait s'appliquer en 2017. Vous êtes tous les deux connus pour être à la fois des élus de terrain en tant que maire et des élus nationaux, donc à l'Assemblée ou au Sénat. Comment est-ce que vous voyez cette loi et quel mandat est-ce que vous préféreriez garder ? En ce qui me concerne, je serai candidat à nouveau au sénatorial au mois de septembre. Si il advenait que je sois réélu, j'abandonnerai mon mandat de maire. Mais encore une fois, je pense que la République souffre d'autres maux que cela. Et moi, en ce qui me concerne, il y a 39 ans que je siège à l'Assemblée nationale. Je suis le plus ancien, je ne tiens pas à en devenir le doyen. 9 législatures, j'ai usé 24 gouvernements, 5 présidents de la République, 16 premiers ministres, voilà, donc c'est déjà beaucoup. Mais rassurez-vous, je ne serai pas sur le fil en train de sécher. Je vais continuer mon activité de maire de la bonne ville thermale de Saint-Amand-les-Eaux et présidente de l'agglomération de la Porte-du-Hainaut qui compte 46 communes. D'accord. Concernant les cumuls, pour vous, ce n'est pas les politiques qui doivent être principalement visés là-dessus, sur cette question ? J'aimerais qu'on s'intéresse aussi un peu aux cumulards du CAC 40, par exemple, qu'on n'interroge jamais, à qui on ne demande jamais de compte, ceux qui ont les jetons de présence dans tous les groupes et qui font et défont la politique en France. Merci beaucoup, Éric et Alain Bocquet. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une émission.